De toutes les hautes vallées récemment découvertes, celle de la Wagi est connue comme la plus colorée, la plus attirante. L'accueil de ses habitants, les Tchimbu, justifie cette réputation. Lorsqu'arrivèrent les premiers Blancs, les Tchimbu leur réclamèrent les graines de l'arbre sur lequel poussent les coquillages. Ces nacres dont ils ignoraient la provenance leur servent à la fois d'ornement et de monnaie. Ils appellent Kina la plus grande, celle qu'ils portent autour du cou ou du menton. Elle vaut un cochon. C'est dire le prix qu'ils y attachent, car dans ce pays sans gibier, le cochon est considéré comme un animal sacré. Et nous sommes attendus à Yobai. Les Singaout, ces appels, ou plutôt ces yodels, lancés d'un versant à l'autre de la vallée, ont annoncé notre venue et notre intention de passer la nuit ici. Les guerriers, revêtus de leurs plus beaux ornements, viennent à notre rencontre. Aux plumes de paradis, aux peintures, aux nacres traditionnelles, ils ont ajouté toutes les couleurs apportées par les Blancs. Et si vous leur demandez pourquoi ils imitent les oiseaux de paradis, ils vous répondront fièrement que, bien au contraire, ce sont les oiseaux de paradis qui imitent les Tchimbu. En notre honneur, ils livrent un simulacre de combat, théâtre beaucoup plus que danse véritable. Avant l'intervention européenne, la guerre constituait la principale occupation des Tchimbu. Ils en retrouvent sans effort les gestes, les masques et les véritables peintures, celles qu'ils tirent de la terre et des plantes. En 1952, les hommes de Yobai attaquaient encore les patrouilles australiennes. Et cette nuit, ils nous offriront l'hospitalité. Si les Tchimbu sont maintenant pacifiés, il n'en va pas de même des Mandi. À quelques heures de ce poste isolé au cœur de la chaîne centrale, on rencontre des populations encore insoumises. Et leur danse, qui rappelle curieusement une parade militaire, témoigne de leur disposition guerrière. Il est curieux de constater que la soif de domination, l'instinct d'agression, se traduisent de façon analogue tout autour du monde. Bien que très éloignés des Européens dans le temps comme dans l'espace, les Mandi, par leur défilé, évoquent soudain des images familières, sinon agréables. Cette fête, une cérémonie de sortie de deuil, se déroule entre deux longues cases spécialement édifiées pour les réunions de ce genre. À l'extrémité de la place se dresse la maison des hommes, où sont rassemblés les vieillards. À la parade succède maintenant une danse en cercle. La musique est ici réduite à sa plus simple expression. Aucun instrument d'accompagnement, aucune parole, aucune mélodie. Seuls des cris rythmés scandent un sautillement sur place. La danse fut, dit-on, le premier des arts. Ici, elle n'a pas dû changer depuis les origines. Parées de leurs plus belles nacres, de leurs plus violentes peintures, deux petites filles participent à cette phase de la cérémonie aux côtés des guerriers. Et ici, toutes les peintures ont une signification. Celle-ci, par exemple, indique simplement que ces fillettes sont à vendre, ou plus exactement peuvent faire l'objet d'un échange entre leur clan et celui de leur futur mari. Le noir brillant désigne les jeunes mariés. Le blanc, tout comme en Chine, est la couleur du deuil, et la plupart des femmes de Mandi ont perdu un mari ou un frère dans les guérillas qui opposent les différents clans. Les cochons et des casoars élevés en captivité ont été sacrifiés ce matin à l'aube. Ils ont cuit dans les pierres noires brûlantes.
Il faut maintenant les déterrer et partager les victuailles. Les mandis connaissent déjà le fer amené par les Européens, la hache en particulier, mais la plupart d'entre eux utilisent encore le couteau de bambou. Ils coupent très bien, à condition d'en changer souvent. Il n'y a pas de repas en commun, chacun a enveloppé sa part dans le large feuille, la rangée dans son filet. Il y a toujours des mécontents, et de ci de là, souvent à propos d'une simple poignée de fougères graisseuses, s'élèvent d'aigres discussions, d'où demain peut-être naîtront d'autres combats. L'unité apparente de la cérémonie est rompue, la trêve se termine. Cette menace permanente de guerre a conduit les autorités australiennes à créer une zone dite incontrôlée dans laquelle seuls les officiers du gouvernement peuvent tenter de pénétrer. Il existe cependant au centre de cette zone un poste accessible seulement par avion, Tari. On peut se déplacer autour de Tari dans un rayon de 5 km, l'inconnu commence au-delà. Et c'est ce qui nous attirait. Là, tout autour de nous, au cœur de ces montagnes, chaque vallée abrite des hommes qui n'ont jamais vu de blanc. Des hommes qui utilisent encore un outillage de pierre polie. La Nouvelle-Guinée tout entière n'est sortie de la préhistoire qu'avec l'arrivée des Blancs, mais dans cette région jusqu'à présent isolée du monde, les Houris et leurs voisins les Douna mènent une existence comparable à celle de nos ancêtres, ceux dont nous ne connaissons que quelques vestiges enfouis dans le sol. Il y a de ça plusieurs millénaires, les peuples néolithiques d'Europe abattaient les arbres avec une hache de pierre semblable à celle-ci. Et leur technique ne devait pas différer de celle des Houris, si proche de celle de nos bûcherons. Les femmes cultivent la terre avec de simples bâtons et entassent des litières d'herbe qui servent d'engrais sous ces petits massifs carrés de patates douces, la nourriture de base des Houris. Les cases se dissimulent si bien à l'ombre des bosquets qu'il nous est arrivé de parcourir la contrée pendant des heures sans en découvrir une seule, alors que 100 000 âmes environ habitent ce groupe de vallées. Les femmes ont le crâne rasé et leur chevelure sert en partie à la confection de la perruque que portent les hommes. Ces farouches guerriers poussent même la coquetterie jusqu'à la décorer de ces petites fleurs jaunes et violettes dont ils entretiennent un massif à proximité de leur demeure. Il est évidemment normal d'accorder autant de soins à sa coiffure, car les chemins de Tari ne permettent aucune autre forme d'élégance. Ces fossés, creusés à la main et à l'aide de bâtons, atteignent parfois 5 mètres de profondeur. Ils servent à la fois de voie de communication et de limite territoriale que les cochons ne peuvent franchir pour passer d'un clan à l'autre. Cette précaution devrait en principe éviter toute contestation sur la propriété de chacun. Hélas, il n'en est rien. Les Houris vous diront qu'ici, la mort naturelle est si rare qu'on la considère comme anormale. Et les ossements qui s'entassent dans ces curieuses sépultures familiales sont en général ceux des victimes des conflits incessants. Depuis notre arrivée, nous nous sommes fait quelques alliés, sinon amis, parmi les Houris du voisinage. Et nous les suivons aujourd'hui de l'autre côté de la rivière sans bien savoir où ils nous emmènent. Soudain, un poteau tabou nous barre la route. Et nous devons nous soumettre à l'examen du corps de garde avant d'être admis à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. La place, d'abord vide, s'anime à mesure que le soleil se rapproche du zénith. Bientôt le Mali commence. Le Mali, cérémonie de sortie de deuil, est célébré aujourd'hui en l'honneur d'un guerrier mort. Les groupes de guerriers, 3 au maximum, se relaient et tournent lentement dans le sens solaire.
Il faut dire que les houris emploient un seul mot, Ni, pour désigner le soleil et l'être suprême. Cette danse apparaît comme une illustration symbolique de leur croyance. Tout comme à Mandi, les petites filles seules participent à la danse, mais de loin cette fois. Elles restent là au milieu des femmes, un peu à l'écart. Parfois, un des danseurs sort du rang et se dirige vers la mare au fond d'un des fossés de fortification. Il humecte la peau de son tambour pour obtenir un son plus sourd encore. Au début de l'après-midi, tous se dispersent. Il ne reste plus qu'à passer à l'attaque du clan ennemi pour venger le mort. Ce matin de bonne heure, nos voisins les plus proches ont commencé à se préparer. Et, toutes plumes dehors, ils se sont enfoncés dans le marécage. Bien souvent, à leur suite, nous avons pataugé dans la vase au milieu des herbes coupantes, parfois pendant des journées entières, simplement pour surprendre quelques détails de leur vie afin de mieux les comprendre. D'autres colonnes surgissent de tous côtés et viennent enfin se rassembler au creux d'un vallon. Les femmes se retirent. Et pendant un moment, nous nous demandons si nous ne devrions pas en faire autant. Nous ne saurons jamais si ces masques impassibles reflètent simplement l'indifférence ou s'ils dissimulent la méfiance et la crainte. Et nous éprouvons parfois un certain malaise à nous sentir seuls, sans interprète et sans armes, au milieu de ces hommes dont nous ne pouvons prévoir les réactions. Les hommes se réunissent autour des vieillards qui offrent symboliquement aux esprits les richesses des houris. Une perche couverte de petits coquillages, les choris, monnaie locale, de longs tubes de bambou, la matière première à tout faire dont on tire les cordes d'arc, les flèches, les pipes, les couteaux et les récipients de toutes sortes. Et enfin le taro, nourriture exclusive des hommes que les femmes n'ont pas même le droit de cultiver. Ils en repiquent plusieurs plants devant l'autel où les esprits répondent à l'appel des vieux de la tribu, gardiens de la tradition. En rampant sous le tunnel humain formé par les guerriers, les petits garçons houris font leur entrée dans la société des hommes. La voix d'un des vieillards dissimulée sous ce cône de branchage et que scande le mouvement de la hache de pierre dans l'ombre consacre la séparation d'avec la mère. Désormais, cet enfant va commencer son éducation de guerrier. Au soir de cette première journée, les hommes se reposent aux abords de la grande case d'initiation, d'où montent déjà les chants qui vont durer toute la nuit. Le lendemain matin, tous les clans dispersés pendant la nuit se rassemblent et reprennent leur danse, ou plutôt leur course, tout autour du vallon. En tête, les vieillards brandissent la hache de pierre et le taro, symbole de virilité,
Les femmes, leur bâton de culture orné d'un bouquet de feuilles, symbole de fertilité. Avant d'être admis parmi les guerriers, ces garçons ont dû prouver aux yeux de tous qu'ils étaient capables de remplir leur rôle. Ils ont vécu seuls dans la brousse pour apprendre à en surmonter les difficultés. Ils ont subi sans une plainte les épreuves physiques les plus cruelles. Aujourd'hui, toute la fête se déroule en leur honneur. L'initiation semble bien être la cérémonie la plus importante chez les peuplades dites primitives, et les houris, généralement en lutte les uns contre les autres, respectent une trêve en cette occasion. Ce soir, la tribu compte 4 guerriers de plus. Après cette dernière nuit, la case d'initiation va disparaître. Et ces débris servent à la construction d'un mémorial destiné à perpétuer le souvenir de la fête. C'est une simple réduction de la grande case, dont la forme rappelle étrangement celle des sépultures individuelles qui jalonnent les pistes. Bientôt, nous allons quitter la Nouvelle-Guinée. De nombreux houris, qui hier encore nous évitaient, maintenant nous sourient. Et nous les sentons soudain beaucoup plus proches. Au-delà des différences superficielles, nous retrouvons des hommes.